Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Mouadden Mohsin. Bonjour. Salam alaikum, bonjour les amis français. Bonjour, alaikum salam. J'espère que vous supportez bien ainsi que vos proches dans cette période de coronavirus qui a séparé beaucoup de monde donc par rapport à leurs proches. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Mouadden Mohsin est militant des droits humains, éducateur de formation et formateur à la citoyenneté, fondateur du mouvement citoyen Belgique en 2002-2007, fondateur et président de l'association des ambassadeurs de la paix, dont l'objet rapprocher les communautés arabo-musulmanes et juives, ancien animateur d'une émission sur Radio Alma, chroniqueur à l'hebdomadaire Journal du Mardi, auteur de l'ouvrage en 2012 des attentats du 11 septembre aux révolutions arabes, création de la plateforme belgeo-marocain bloquée au Maroc il y a 3 semaines et qui représente 1200 membres, soutien des Belges et Marocains résidant en Belgique bloqués au Maroc. Et c'est l'objet de notre thématique de ce jour. Premièrement, marhaban, c'est Mohsin et bienvenue dans cette émission. Notre objectif à travers cette émission, c'est aussi de donner la parole aux acteurs associatifs, les gens de terrain, pour sonder ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas que les politiques, bien sûr, chacun a son rôle, mais comment ça se passe dans un premier temps, si vous le permettez, coronavirus sur les terres belges et notamment à Bruxelles. Écoutez, merci d'abord pour l'invitation. Pour le moment, malheureusement, la Belgique est l'un des pays au monde proportionnellement qui a le plus de décès, plus encore que l'Italie et l'Espagne. Et donc c'est une situation pour le moment qui nous inquiète énormément, qui inquiète les autorités belges, également les citoyens et surtout le personnel médical. Malheureusement, nous arrivons en tête. C'est un bien triste score, bien devant les États-Unis actuellement ou l'Italie. Voilà, donc pour le moment, on est confiné. Pour le moment, la Belgique est quasi à l'arrêt depuis maintenant plus de 3 semaines, voire 4 semaines. Et donc, on essaye de faire avec. Et donc, je pense que le plus important, c'est de ne pas nous choper ce virus qui est terrifiant. Selon vous, il y a des Marocains qui ont perdu la vie? Oui, malheureusement, beaucoup. Alors, il y a Bruxelles, la région bruxelloise, donc notre pays compte 11 millions d'habitants, la région bruxelloise a un tout petit peu plus d'1 million. C'est dans la région bruxelloise, dans les 19 communes et surtout dans les communes populaires où vivent les Belgo-Marocains et les personnes d'origine africaine qu'on connaît le plus de décès, malheureusement. Donc sa force est de le constater et donc bien évidemment il y a la paupérisation, il y a le fait que souvent ce sont des personnes nombreuses dans des petits appartements et donc voilà, ce qui fait que ces personnes-là malheureusement sont plus contaminées que la moyenne nationale. Et comment ça se passe par rapport à leur enterrement? Il y a des prises en charge, il y a des actions qui sont menées par les autorités et pour respecter le rite musulman par rapport à ces morts? Alors, globalement, ici en Belgique, 70 à 80% des décès musulmanes marocaines ou d'origine marocaine étaient envoyés au Maroc pour être inhumés dans des carrés proches de la famille. Aujourd'hui, systématiquement et à quelques rares exceptions, la totalité ou la quasi-totalité des défunts du Covid-19, elles sont très nombreuses ici en Belgique, musulmanes, et en tout cas spécifiquement d'origine marocaine, sont enterrées dans les cimetières de Schaerbeek et d'Evere. Donc chaque jour, il y a entre 10 et 15 enterrements depuis le début. Donc ce qui fait que proportionnellement par rapport à la population en Belgique, c'est un chiffre qui est très très inquiétant. Et il y a des prises en charge dans ce sens auprès des services marocains ou des banques marocaines avec qui les morts ont contracté des contrats d'assurance? Ou bien c'est l'État belge qui prend en charge? Alors, ce qu'il y a, non, alors ce
c'est que l'ambassade du Maroc à Bruxelles et le consulat du Maroc à Anvers et à Bruxelles ont informé la population via un communiqué de presse et Facebook Oui. que le Maroc était prêt à soutenir financièrement, mais que pour le moment, il était hors de question de rapatrier les corps. Et pour être en contact avec les services funéraires ici en Belgique, je sais, puisque je l'ai appris récemment, que certains corps peuvent être conservés dans des frigos pendant plusieurs mois. Donc, bien évidemment, c'est un service payant. Quand les personnes musulmanes qui perdent la famille ici en Belgique contactent bien évidemment l'ambassade du Maroc ou le consulat et essayent de voir la situation financière de la famille pour voir si elles ont oui ou non droit à une aide financière. Mais la majorité des corps, je n'ai pas le pourcentage exact, les gens sont inhumés ici en Belgique. Parfait. Allah يرحمهم ويوسع عليهم في هذا الشهر الله المبارك. يرحمهم الله يرحمهم Voilà. الجميع. Voilà. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, après cette introduction, comme vous l'avez bien dit au départ, le Covid-19 fait des morts, certes, mais aussi il y a des aléas qui représentent quelques difficultés, notamment l'objet de votre plateforme, hein, donc ces Marocains, ces Belgeo-Marocains qui se trouvent sur le sol marocain après la fermeture des frontières. C'est valable par un grand nombre de pays du monde, comme tout le monde le sait. Comment les Belges et les Belgeo-Marocains vivent cette situation en Belgique? Alors, très difficile, monsieur, très difficile. Il faut savoir que la communauté belgo-marocaine ou marocaine de Belgique est plus ou moins 400 à 500 000 personnes pour une population d'1 millions, donc ce qui est un pourcentage très important. Il y a entre 800 et 900 000 musulmans ici en Belgique. Alors, bien évidemment, le Maroc a pris une décision très responsable, et ça, je vous assure, on ne cesse de le répéter, en confinant très rapidement sa population et en la protégeant. Donc, boucler sa frontière a été une mesure très pertinente et très intelligente de la part des autorités marocaines. Maintenant, le problème que nous avons, que nous sommes en contact, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme belgo-marocain bloquée au Maroc coronavirus, parce que tout simplement il y a de véritables drames et tragédies par rapport aux personnes qui sont bloquées maintenant depuis bientôt 3 semaines, voire 1 mois. Ce sont des gens très souvent de la première génération qui vont passer quelques mois pour se reposer au Maroc, qui ont besoin de soins. Ce sont parfois des familles où l'un est au Maroc, où l'autre est en Belgique. Ce sont parfois des enfants mineurs. Ce sont des gens aussi qui ont des pathologies parfois lourdes et pas uniquement du diabète. Et donc, maintenant, depuis 2 semaines ou 3 semaines que nous militons, nous interrogeons, nous interpellons, nous menons des actions tant à l'adresse du monde politique belge que du monde politique marocain et des médias. Pourquoi? Parce que tout simplement, monsieur, la situation est très difficile. La situation est très tendue. Exactement, la situation est très difficile et certes, pas que les Belges, hein, donc comme vous le savez, il y a d'autres nationalités, il y a des gens qui ont pu être rapatriés, il y a d'autres qui ne le sont pas, mais sauf que je viens d'avoir avant vous un élu fédéral belge et c'était l'objet de dialogue, hein, comme je vous le dis au téléphone, on donne la parole aux politiques, mais aussi on donne la parole aux gens de terrain. Et je pèse mes mots. Alors, ce qui a été dit, tout simplement, il a expliqué que le fait qu'il y a cette ambiguïté dans la législation, et notamment pour les binationaux, il y a un code consulaire qui pose un réel problème, et comme quoi il y a aussi cette histoire de la souveraineté des États, et notamment l'État du Maroc qui a pris cette décision vis-à-vis de l'ensemble des ressortissants marocains qui sont marocains d'office, et comme vous le savez pertinemment, c'est une décision qui date de la période de feu Hassan II. Maintenant, d'après le renseignement que j'ai pu avoir, et récente, hein, donc il y a une solution, et même vous-même, vous m'avez envoyé un communiqué, et je tiens à vous en remercier, par rapport à cette solution qui vient d'être trouvée entre les deux États. Comment vous expliquez la teneur de cet accord qui sera mise, je crois, en exercice à partir du 17, si je ne me trompe pas, dans 4 jours, hein, normalement, il y a des rapatriements qui vont commencer. Alors oui, donc nous on était en
contact avec le ministre de la Défense et des Affaires étrangères belge, M. Fin, depuis plusieurs jours. Et donc, on avait déjà l'information en primeur, mais on a préféré ne pas la divulguer. Donc, maintenant, depuis hier, c'est officiel. L'ambassadeur de Belgique à Rabat a informé toutes les personnes qui ont été enregistrées au Maroc, donc des Belges de souche, entre guillemets, mais également les Belgo-Marocains, en les invitant urgemment à envoyer un email pour se réenregistrer pour le jeudi 17 avril, au plus tard, afin d'être rapatriés probablement, et ça c'est une supputation de notre part, éventuellement le 20 ou le 21, voire le 22 avril. Donc c'est une excellente nouvelle, mais attention, c'est une excellente nouvelle sur le plan humanitaire, puisque le Maroc n'a accepté, et je tiens à le dire et à remercier également les autorités marocaines, n'a accepté que des rapatriements humanitaires seulement, avec 3 critères clairs et concis. Un, qui concerne la santé, donc quelqu'un qui a une maladie grave ou une pathologie grave qui doit la prouver via un certificat médical d'un médecin belge ou marocain. 2, une personne ou une famille qui est divisée, une partie en Belgique et au Maroc, un papa en Belgique, une maman au Maroc, des enfants au Maroc ou des parents en Belgique, etc. Et puis le 3e critère qui est le critère de la perte d'un emploi imminent ou d'une faillite de l'entreprise. On imagine que ça concerne les indépendants. Et donc, bien évidemment, il faut envoyer des mails à l'ambassade de Belgique à Rabat avec des preuves et des attestations. Le tout sera compilé jeudi soir et à partir de vendredi, j'imagine, l'ambassade va informer les Belgo-Marocains et les Belges et les Marocains résidant légalement en Belgique. Je tiens à le préciser, il y a 3 catégories. Les Marocains qui n'ont pas de nationalité belge, mais qui vivent en Belgique depuis 2 ans, 10 ans ou 30 ans, eux aussi sont concernés par ces mesures-là. Et donc, à partir de vendredi, Inch'Allah, en plus c'est le vendredi saint, on espère que, bien évidemment, l'État belge, via son ambassade, va informer pour savoir quelles sont les personnes qui recevront ce précieux sésame. Mais encore une fois, monsieur, encore une fois, ça ne concerne pas les milliers de Belges qui sont bloqués au Maroc. Ça concerne quelques centaines, puisque à l'heure où je vous parle, et on aura l'information peut-être demain soir du ministre belge, M. Goffin, on ne sait pas si c'est un avion, si c'est 2 avions, si c'est plusieurs avions. Et on ne sait toujours pas de quelle ville, puisque la majorité des Belgo-Marocains vivent dans le croissant Rifa et les 2 villes entre Tanger et Oujda. Il y a une question technique, si vous le permettez. Cet accord que vous avez évoqué, c'est un accord humanitaire, mais aussi il est économique, d'après ce que j'ai entendu. Il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi, donc c'est plus économique qu'humanitaire. Donc il y a ce côté médical aussi, qui est très important. Il y a aussi le côté humanitaire pur et simple, ces familles divisées. Mais vous parlez d'autres populations qui existent encore au Maroc. De quoi il s'agit? Mais c'est toutes les personnes qui ne sont pas concernées et qui ne rentrent pas dans les 3 critères. La majorité des cas. Par exemple, ce sont les majorités des cas. Par exemple, un couple belge qui était à l'hôtel à Marrakech et qui ont des enfants qui sont majeurs, qui sont en Belgique, risquent de ne pas être concernés et où ils ne vont pas prouver qu'ils risquent de perdre leur emploi. C'est-à-dire que ça ne les touchera pas. Ça veut dire, je vais vous donner un autre exemple, ça veut dire une famille belgo-marocaine avec des enfants qui est à Tanger, et soit qui n'a pas de travail, ou soit ils ont un travail, mais ils ne risquent pas de le perdre, ils n'ont pas de problème médical, et donc ces gens-là, bien évidemment, ne sont pas touchés par cette mesure. Ça, il y a plusieurs cas, hein, je peux donc c'est une mais c'est la majorité. C'est la majorité qui ne sera pas touchée. Donc c'est une commission paritaire, maroco-belge qui va identifier ces personnes prioritaires pour un rapatriement. Oui, vous savez, ça va se passer de la méthodologie suivante. Donc la Belgique va centraliser toutes les demandes, va faire un tri et va proposer la liste à l'État marocain qui, in fine, donnera ou pas son accord. Voilà, aussi simple que cela. Donc c'est l'État belge qui va faire la sélection. Oui, dans un premier temps, c'est l'État belge qui va faire la sélection et par la suite, l'autorité marocaine va accepter ou pas, mais j'imagine que ce sera fait de manière collégiale.
Bah, écoutez, donc ça m'amène à une question principale, comme c'est qui vous concerne, qui concerne un grand nombre de Marocains, de jours Marocains qui vivent sur le sol belge avec la nationalité belge. Et cette question concernant le code consulaire. Et l'article, apparemment, l'article 79, d'après ce que j'ai bien compris. Selon vous, cet article a été abrogé auparavant ou pas? Il paraît comme quoi ça a été voté à l'unanimité en 2018, donc c'est récemment. Comment ça a été le cas avant 2018? Alors, je vais vous donner quelques éléments d'information. D'abord, il y a eu un projet de loi au mois de mars qui a été étudié, analysé au niveau fédéral, donc au niveau supérieur de la politique belge. Par la suite, il a été voté au mois d'avril, il est passé au mois de mai et il est apparu, publié au Moniteur belge, donc officiellement à partir de juin 2018. Tous les partis politiques, sans exception, gauche, centre, droite, extrême gauche également, ont voté cette loi. Et seule l'extrême droite belge flamand, le Vlaam Belang, 3 parlementaires ont voté blanc. En fait, ils n'ont pas voté contre. Donc, alors, bien évidemment, ça nous a interpellés à l'époque déjà. On s'est dit, on était fortement choqués. Je dois, à la vérité, vous avouer que la loi, de manière générale, est intéressante. Et que ce qui pose problème, c'est 2 ou 3 paragraphes de cette loi. La loi donnait un cadre politique et juridique pour que le consulat à l'étranger, le consulat belge à l'étranger puisse intervenir. Le problème, c'est qu'ils ont ajouté ce paragraphe 79-79 qui plombe totalement les binationaux. Comment est-ce que ça les plombe? C'est que tout simplement, il est indiqué que quelqu'un qui est porteur de la binationalité, de 2 nationalités, lorsque cette personne se trouve dans son pays, de l'autre nationalité, donc le Maroc pour les belgo-marocains, ah ben, il n'y a pas d'assistance consulaire de la part de la Belgique. Sauf si, en fin de ligne, il y a un accord de l'État en question, donc le Maroc. Donc, clairement, c'est pour cela que la Ligue des droits de l'homme a déposé un recours à la Cour constitutionnelle, estimant que cette loi est non seulement dangereuse, mais plus qu'elle est totalement discriminatoire. Et nous le disons également depuis 2 ans. Pourquoi discriminatoire? Parce que en Belgique comme en France, un citoyen égale un citoyen, qu'il soit athée, musulman, binational ou que sais-je. Il ne faut pas faire de distinction, il ne faut pas faire de discrimination. À partir du moment où une loi est votée par les partis de gauche, les partis de droite, les partis centristes, le parti d'extrême gauche, qui se dit allié entre guillemets de ces citoyens musulmans et de la classe ouvrière dont provient cette population, le vote, quelque part, c'est la sidération pour le monde associatif et pour les gens qui militent dans les droits humains. On se dit, mais comment est-ce possible d'avoir voté cette loi? Alors, le contexte est particulier puisque la Belgique avait eu des attentats terroristes très violentes qui ont endeuillé le pays et Bruxelles notamment, à Zaventem à l'aéroport, dans le métro, etc. Ce qui fait que le ministre libéral de l'époque voulait justement, si jamais il y avait des cas, entre guillemets, de terroristes potentiels qui pouvaient être arrêtés en Irak, en Syrie, et on a pensé à la Turquie et au Maroc, et surtout au Maroc, eh ben, la Belgique se dégageait de sa responsabilité de soutenir, ne fût-ce que de façon consulaire, ses citoyens. Et en y ajoutant ce paragraphe 79-79, quelque part, les partis politiques et l'État belge donnaient les outils juridiques à l'État belge et au consulat à travers le monde pour ne plus intervenir et laisser la patate chaude ici aux autorités marocaines, puisque ça concernait le cas d'un détenu, notamment Ali Arras, très connu, belgo-marocain, qui a été arrêté par le Maroc, condamné à 12 années de prison pour ses relations liées, entre guillemets, au terrorisme. Et donc, cette personne a été libérée au mois d'avril, récemment, il y a quelques jours. Donc, la loi a été
c'est dans un contexte de l'après-attentat terroriste et en général, c'est toujours après une tragédie et après un drame qu'on essaie de fourguer les paragraphes les plus problématiques puisque les gens sont dans l'émotion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous faisons un lobbying au sein du monde politique chez les écologistes, au Parti socialiste, au Parti du travail de Belgique, mais également dans les partis centristes et les partis de droite pour leur dire, écoutez les amis, cette loi est dangereuse. D'ailleurs, cette loi est dangereuse et aujourd'hui, nous en avons un exemple frappant. Exemple grossier avec tous ces Belgo-Marocains qui sont bloqués au Maroc. Et donc, alors, ce qu'on leur dit, c'est faites attention. Alors, l'avantage, c'est quoi? L'avantage de ce confinement, entre guillemets, si on peut parler d'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça a réveillé les partis de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Écolo, le PS et PTB vont déposer un recours pour retirer, supprimer ce paragraphe et donc vont se joindre probablement, puisque la Ligue des droits de l'homme belge dit je vais déposer un recours à la Cour constitutionnelle et donc quelque part ça a eu le mérite de faire bouger et de réveiller les choses. Évidemment, l'État belge aujourd'hui via l'entreprise de son ministre libéral refuse et je pense refusera catégoriquement de modifier quoi que ce soit. Mais bon, n'allons pas plus loin déjà. Simplement, c'est positif dans le fait de réveiller ces partis politiques qui se disent l'allié de la classe ouvrière et des minorités. Donc c'est déjà une première étape positive. Maintenant, honnêtement, monsieur, on reste toujours choqué par la légèreté de beaucoup de partis politiques à voter des lois qu'ils estiment obsolètes quelques semaines ou quelques années plus tard au vu d'une actualité et ici le blocage des Belgo-Marocains, notamment au Maroc. Synthèse. Sauf, M. Moueden, il y a quelques éléments que je souhaite avoir votre avis. Vous avez parlé sur un volet bien précis. Vous avez parlé d'un pays, d'un État souverain qui s'appelle la Belgique. Qu'est-ce qu'elle a pris comme décision pour son intérêt autant qu'État, c'est-à-dire, comme vous l'avez bien évoqué, l'exemple du terrorisme, de se laver les mains au cas où, mais en face d'un État souverain, il y a un autre État qui est souverain aussi, notamment le Maroc. Oui, bien sûr. Voilà, c'est important de le spécifier. Alors, lorsqu'on se trouve dans cette situation d'un État souverain face d'un autre État souverain, par contre, il y a aussi des relations bilatérales, de coopération bien entendu entre la Belgique et le Maroc, de coopération sur le plan terroriste, de coopération sur le plan économique et ainsi de suite. Il y a un élément de taille que vous l'avez évoqué au départ, nous sommes en face d'une pandémie et on ne sait rien sur cette pandémie, on ne sait rien du tout. Tout le monde est pris de court, personne qui sait qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait même pas demain il y aura des confinements ou pas, peut-être jusqu'à mois de septembre, j'en sais rien. Tout le monde est perdu. Est-ce que, selon vous, en tant qu'acteur associatif, en tant que personne responsable, parce que vous avez une plateforme qui quand même a son importance et vous êtes un homme très actif, on entend, comme tout le monde, des procès énormes contre le Maroc. Comme quoi le Maroc, il a pris cette décision parce que il veut bloquer les opposants rifins au Maroc, comme quoi il y a un règlement de compte, comme il y a tout ce qui entraînera ce qu'on appelle d'une manière directe ou indirecte une division à l'intérieur d'un pays uni que vous connaissez, que je connais. Comment vous répondez à ces gens-là vis-à-vis de ce que vous avez évoqué au départ sur le plan belge et ce que je viens de vous évoquer sur le plan souveraineté du Maroc et ces paroles et ces gens parfois irresponsables qui essayent de mettre le feu sur l'huile, mis à part la souffrance des familles et mis à part la souffrance aussi, bien entendu, face à cette épidémie que pose un réel problème. Alors, c'est une question très très sensible, monsieur. C'est une question sensible et polémique. C'est une question qui m'a été posée par plusieurs journalistes belges, de façon que vous, mais d'une autre manière. Est-ce que justement, ce ne serait pas quelque part une punition collective à l'adresse des Belgo-Marocains comme des Néerlando-Marocains qui sont très souvent d'origine rifaine et qui, pour certains d'entre eux, ont probablement soutenu
la révolte, en tout cas à Al-Hoceima. Alors la question mérite d'être posée, puisque moi-même je n'ai pas de tabou. Simplement vous dire que je pense honnêtement et objectivement que partir dans ces pistes, moi qui me semble soit surréaliste, soit complotiste, et encore une fois, moi je tiens à le dire, j'ai soutenu d'une certaine façon les revendications lors de Hirak, que les choses soient très claires. Donc à ce niveau-là, je suis très critique à l'égard de la politique marocaine concernant le volet social au Maroc. Et ça, je tiens à le dire. Et en même temps, en disant cela, monsieur, je tiens à dire et à rappeler que absolument rien de mon côté ne permettra une quelconque division marocaine sur le plan ethnique, religieux, politique, etc. à partir du moment où j'estime que le Maroc est un État souverain, que c'est un pays qui mérite d'être écouté et respecté. Et parce que c'est un pays qui mérite d'être écouté et respecté, il mérite également d'être critiqué quand il y a des choses qui ne vont pas. Et donc pour moi, ce n'est absolument pas une vengeance collective, ce n'est pas absolument pas une punition collective à l'adresse des belgo-marocains qui auraient, selon ceci ou cela, à un moment donné, il faut revenir à la raison, il faut se calmer, il faut retrouver son intelligence, il faut arrêter d'avoir ce type de pensée comptoir de café je vais là ici à Bruxelles, sans être insultant. Donc à un moment donné, ici, on est des gens responsables et des gens qui militons depuis 25 ans sur les droits humains. Et donc nous savons que le Maroc a des faiblesses, c'est une réalité comme la plupart des pays dans le monde, et ces faiblesses, nous les critiquons de manière constructive et intelligente avec aussi la société civile marocaine, mais de penser que le roi du Maroc, Mohamed VI, ou le premier ministre que j'ai eu l'occasion d'interviewer à l'époque, M. Saadine El-Othmani, pourrait à un moment donné punir une population belgo-marocaine ou néerlando-marocaine parce qu'il y a beaucoup de rifa. Non, il faut arrêter ce délire, honnêtement. Il faut vraiment arrêter ce délire. Et je tiens à vous préciser que la question m'a été posée par deux éminents journalistes belges. Donc c'est-à-dire que c'est une question qui a son intérêt. Et donc voilà ma réponse. Ma réponse est non. Ben écoutez, c'est clair. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est une question d'actualité. Il faut la poser. Vous avez dit, ce sont deux journalistes belges qui l'ont posé. Ben, on est plus prioritaire de la poser nous-mêmes, hein, en tant que franco-marocains et plutôt en tant que marocains, pour que les choses soient claires, parce qu'il y a beaucoup de ragots qui traînent à travers un certain nombre de sites, il y a un certain nombre de pseudo-journalistes et d'autres qui essaient d'alimenter cette feu dans un moment de crise. Vous voyez ce que je veux dire? Nous vivons une période de crise. Tout le monde est pris de court. Tout le monde est pris de court. Et il y a un autre point qui m'interpelle, et vous l'avez évoqué au départ. Et j'aimerais bien avoir votre avis, parce que vous êtes un acteur associatif, et vous êtes parmi les gens qui demandent aux instances qui, soi-disant, nous représentent, hein, parce qu'il y a quelques instances qui ne représentent qu'eux-mêmes, et tout le monde le sait, et il y a des instances qui sont dédiées aux MRE, à ces Marocains de l'étranger, et ces instances qui n'ont pas fait le job à ce jour, le cas de CCME, tout le monde le sait, le cas, bien entendu, différents ministères, et MRE, mais à part, je pense, vous avez une chance inouïe de l'avoir chez vous en tant qu'ambassadeur, M. Mohamed Amer, qui, grâce à lui, qu'il y avait cette notion de rapatriement du corps marocain pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut bien le préciser parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et beaucoup d'autres qui essayent de tirer le tapis vers eux. Non, c'était Mohamed Amer qui a initié ça à l'époque et que c'était le plus proche par rapport à ces MRE. Donc, quelqu'un qui connaît la société civile, comment ça se passe, sa relation avec vous? Y a-t-il de l'écoute? Y a-t-il de l'échange vis-à-vis de la société civile par rapport à cet ambassadeur qui a un rôle à jouer pour transmettre les messages et les doléances de la société civile à notre pays d'origine? Alors, je vais peut-être vous décevoir et décevoir certains de vos auditeurs, mais nous sommes assez déçus globalement.
pour la simple raison qu'il y a un manque de communication flagrant de la part de l'ambassade de Maroc en Belgique. Donc ils ont communiqué sur la question des défunts seulement. Et l'ambassadeur m'a téléphoné personnellement jeudi dernier. Une très longue conversation de 20 minutes avec lui, très respectueuse. Donc ça m'a donné vraiment l'occasion d'entendre les points de vue de son Excellence l'ambassadeur M. Mohamed Amer de l'État marocain ici en Belgique. Mais malheureusement, comme je le lui ai expliqué, nous sommes très déçus de l'attitude tant de Rabat que de l'ambassade. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez respectueux, mais en même temps, je dis les choses parfois platement. Et donc, moi, je préfère travailler de la sorte. Donc, son Excellence a écouté, il a été très respectueux. Il a employé un ton, et donc vraiment la discussion était très intéressante. Malheureusement, il m'a fait comprendre que pour le moment, il fallait être patient. Et que peut-être qu'il y aurait un dénouement heureux, mais que pour le moment, il ne pouvait donner plus d'informations. Donc voilà, globalement. Je comprends votre réponse, hein, qu'on soit clair. Est-ce que, selon vous, puisque cette affaire, c'est entre les mains du ministère des Affaires étrangères des deux pays, hein, belge et marocain, est-ce que l'ambassadeur a manqué d'informations le jour où il y avait l'échange? Mais écoutez, l'ambassadeur a donné une mauvaise information, je pense. Je pense qu'il est revenu dessus parce que nous, on avait la preuve qu'il y avait des Canado-Marocains qui avaient embarqué depuis Casablanca pour Montréal entre le 21 et le 25 mars suite à 3 vols. Il faut savoir que nous, en général, lorsqu'on émet un avis, on croise l'information et lorsqu'on l'émet, alors on peut faire une erreur, bien évidemment, mais de mon expérience journalistique et politique également, puisque j'ai été assistant parlementaire, on est très prudent, on n'écrit pas n'importe quoi et on ne raconte pas n'importe quoi. Donc nous avons les preuves que plus de 500 Marocains canadiens avaient quitté Casablanca, photo à l'appui, contact étrangère du Canada, du gouvernement de Justin Trudeau. Et donc l'ambassadeur a reconnu qu'effectivement, malgré le confinement et le blocage, des Marocains ont bien quitté, donc ça a tout à son honneur, hein, donc je tenais à le préciser par rapport à son Excellence M. Mohamed Amer, mais il a précisé pour être totalement honnête que c'était lié à des conditions humanitaires et également au fait d'être des couples mixtes. Et donc c'est la raison pour laquelle le Maroc a accepté le rapatriement de plus de 500 Canado-Marocains. Oui, alors M. Mohamed Amer est probablement une personnalité très intéressante. Maintenant, c'est vrai que sur ce dossier-là, le Maroc, globalement, a mal communiqué. Il faut dire les choses de manière honnête et sincère, puisque même le ministre belge, M. Philippe Goffin, à plus de reprises au Parlement fédéral mardi dernier, mais également dans ses sorties à la RTBF et à RTL, les deux principaux médias belges, a clairement, alors c'est très peu diplomatique et c'est très surprenant parce que le parti au pouvoir actuellement en Belgique, le mouvement réformateur, à savoir la droite, est le parti le plus proche du gouvernement marocain, de l'État marocain de manière générale, depuis maintenant 30 ans. Et donc on a été très surpris par cette sortie très peu diplomatique qui clairement rejetait la responsabilité sur les autorités marocaines et de Rabat en rajoutant, moi en tant que ministre, je ne fais aucune distinction entre les Belges, tous les Belges et les Belgo-Marocains sont dans la même situation parce qu'il a été accusé de faire quelque part du relativisme par rapport aux Belgo-Marocains. Et donc nous, quelque part, on a, après plusieurs jours d'enquête, on a constaté qu'effectivement, il y avait un souci au niveau des autorités marocaines. C'est pour ça que ce dénouement humanitaire, social et économique, pour nous, est vraiment une belle surprise. Et c'est pour ça que, à la limite, maintenant, tout ce qui se passe, on a envie de tourner la page, de ne pas rester dans les polémiques stériles, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut avancer. Mais on espère, en tout cas, le rapatriement déjà des humanitaires, en tout cas pour raison humanitaire, lundi au mardi prochain du Maroc à Bruxelles. Et puis, Inch'Allah, le reste suivra pendant le Ramadan ou juste après la en espérant que le dernier rapatrié touchera le sol belge d'ici fin mai ou début juin. Ce qui m'amène à la question principale. Il y a un certain nombre de Marocains, belges ou marocains, franco-marocains ou d'autres, beaucoup de immigrés, comme on dit, hein, qui exigent des droits, qui exigent des reconnaissances dans le pays d'origine. Et notamment le droit de vote, le droit d'être impliqué. Et en même temps, cette situation de Covid-19
a démontré autre chose. Comment vous expliquez ça? Oui, par rapport aux institutions. Oui. Par rapport aux institutions, vous savez, monsieur, le plus important, c'est le lieu de résidence. C'est pas Comment? les origines. Les origines sont très importantes. Oui. Le plus important pour un être humain, c'est son lieu de résidence. Qu'il soit marocain depuis 10 générations au Maroc et qu'il ne vive que depuis 5 ans en Belgique, le plus important, c'est son lieu de résidence. C'est là où il vit, c'est là où il travaille, c'est là où il étudie. C'est pour ça que le ministre a rappelé que le lieu de résidence, il a rappelé ça aux autorités marocaines, que le lieu de résidence était primordial et que les Marocains qui n'ont pas la font partie, doivent faire partie du lot. Alors, concernant les institutions marocaines, CCME, etc., c'est nous représenter. Moi, je vous parle en tant que personne issue de la deuxième génération. Mon père est arrivé en 67 ou en 68, et donc moi, je suis né en 71, 71, 71, et donc moi, je n'ai pas d'attache politique particulière avec le Maroc. Il y a un héritage patrimonial, culturel, religieux et historique avec le Maroc. C'est sûr, on aime énormément. Moi, personnellement, j'adore le Maroc, passer mes vacances au Maroc, rencontrer des Marocains, et j'y organise même parfois, de temps en temps, des voyages culturels au Maroc. Donc, j'ai une attache profonde avec le Maroc. Mais moi, je suis monsieur issu de la deuxième génération comme de la troisième. C'est-à-dire que nous, quelque part, à la limite, si au lieu de partir au Maroc, on va, je sais pas moi, en Indonésie ou en Turquie, il n'y aura pas de grande différence. C'est-à-dire que l'État marocain, c'est ce que j'ai expliqué à l'ambassadeur M. Mohamed Hamel, que l'État marocain doit quand même faire attention à l'image qu'il est en train de donner à tous ces belgo-marocains. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus avec la première génération qui avait des racines profondes, des attaches, qui a travaillé au Maroc, qui est né au Maroc, qui a étudié au Maroc, qui est l'arabe. Ce sont des gens de la deuxième génération. Moi, je parle d'Alija, mais je ne parle pas l'arabe. Et donc, la troisième génération, c'est encore pire. Et donc, à un moment donné, le Maroc va perdre un capital sympathie qui est énorme. C'est plus d'1 million, voire 1,5 million d'Européens marocains dans le monde. Et donc, il faut qu'à un moment donné, le Maroc prenne conscience que on est devant une deuxième génération. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je descends au Maroc, je ne prends jamais mon passeport marocain, moi ni ma carte nationale marocaine. Pour la simple raison que je me sens d'abord belge. Ce n'est pas que d'être méprisant vers le Maroc, mais je me sens avant tout belge parce que tout mon cursus, toute mon histoire se trouve dans ce pays, à Bruxelles, en Belgique. Et donc, quand j'arrive au Maroc, automatiquement, on pose la question, fais-moi le passeport maghrabi ou la carte nationale du Maghreb, et je m'explique, je ne l'ai pas. Et alors, automatiquement, sur les anciennes cartes sécuritaires, on notait le numéro de carte nationale marocaine. Oui. Vous savez, au-dessus, là où il y a le nom, prénom. Le CN. Pourquoi? Oui. Parce que pour les douaniers marocains, même si vous êtes de la troisième génération, ou de la deuxième, ou de la quatrième, vous restez un Marocain. Vous restez un Marocain. Quelque part, je peux comprendre la position marocaine, quelque part, c'est très dangereux pour nous. De la deuxième, troisième, quatrième génération. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas une attache particulière au Maroc. On n'a pas une attache particulière. La plupart de nos tantes, de nos oncles sont décédés ou sont des gens très âgés. La plupart ne parlent pas l'arabe classique, parlent un darija qui est très simple. La plupart veulent voyager, découvrir le monde autre que le Maroc. Et à un moment donné, quand il y a une tragédie pareille, parce que vous savez, il faut voir l'état de la communauté belgo-marocaine ici en Belgique. Hein. Les gens sont écœurés par la position tant du Maroc que de la Belgique et estiment, ça c'est le terme qui revenait, nous sommes des otages. Voilà comment on nous respecte, voilà comment on nous considère. On nous considère comme des euros, comme des dollars. Et quand il y a un problème, on nous bloque, on ne nous respecte pas, tant de la Belgique que du Maroc. Il y a, monsieur, une déception immense dont vous n'avez pas idée. Vous savez, j'essaie d'être très politiquement correct, mais parfois ça va très très loin. Vous savez, l'émotion quand vous avez une mère qui est très malade, quand vous avez, moi j'ai eu le cas d'une jeune femme qui a la trentaine, qui est bloquée au Maroc, elle a perdu sa mère ici du Covid-19. Elle est bloquée là-bas et toutes les informations qu'on lui donne, c'est qu'il sera bloqué jusqu'au Ramadan, juste après le Ramadan, peut-être même jusqu'au mois de juin, et peut-être même jusqu'aux grandes vacances. Et donc, elle est née en Belgique, elle a fait sa vie, elle travaille en Belgique, elle est partie pour quelques jours au Maroc pour régler des problèmes administratifs. Elle se trouve bloquée et considérée par l'État marocain uniquement comme marocaine, avec un État belge qui se décharge de sa responsabilité. Mais vous imaginez, monsieur, la violence que vivent ces gens, plus, même pas au niveau symbolique, au niveau réel. C'est-à-dire,
شوف كيفاش كيعملوا moi j'ai dit à l'ambassadeur parce qu'à mon vue après 20 minutes on s'est un petit peu lâché je lui ai dit vous savez سيبتونا سيبتونا بلجيكا سيبتنا والمغرب سيبنا il m'a dit non quand même pas écoutez moi je vous retranscris le sentiment profond des 400-500 000 belgo-marocains ici. Mais vous savez, il y a des phrases qu'on ne peut même pas relayer, tellement c'est insultant, tellement c'est grossier, tellement les gens on ont gros sur la patate. Alors nous, si on exprime une personne civilisée et respectueuse et respectable, mais vous savez, les gens sont révulsés. Alors maintenant, cet accord, c'est pour ça que nous sommes très heureux, cet accord belgo-marocain va un peu calmer les choses. Parce que l'ambassadeur nous a toujours expliqué, faire une responsabilité, appeler à la patience, soyez responsable, mais je dis, M. Mohamed, sans que vous me le disiez, nous sommes responsables et nous appelons à la patience. Et on a toujours affirmé le plus important, les amis, quand vous nous téléphonez du Maroc, que vous nous exposez des situations tragiques, c'est le plus important, c'est de ne pas attraper ce virus. Parce que c'est un satané virus qui risque de vous mettre KO. Donc le plus important avant de monter en Belgique, avant de faire quoi que ce soit, c'est de vous confiner, de vous protéger et de surtout pas attraper le virus. Parce que si vous l'attrapez, là c'est un gros problème. Cela est dit. Mais il y a une chose, parce que vous ne m'avez pas répondu à ma question. J'ai entendu votre message, qu'on soit clair. Parce qu'il y a un message qui est derrière aussi. Ces institutions, notamment le CCME, ou bien le ministère des MRE, qui se disent comme quoi sont prêts par rapport à cette population immigrée, et avec un budget colossal, qu'on soit clair, hein, avec un budget énorme. Y a-t-il, comment dirais-je, un dialogue avec eux? Y a-t-il des gens qui sont rapprochés de vous? Y a-t-il des gens qui vous tendent la main? Ça ne reste que verbalement. Alors je vais être sincère avec vous parce qu'on connaît un petit peu M. Driss-Eliazami et d'autres personnalités. On n'a eu aucun contact, on n'a eu aucune main tendue, on n'a eu aucun soutien, on n'a eu aucun propos de Rahma qui puisse un peu nous apaiser, même de façon cynique ou hypocrite. Et malheureusement, pour ma part qui suis né encore une fois à Bruxelles, je n'attends absolument rien de ces institutions. Et je pense que les gens de la deuxième génération, et encore plus de la troisième génération, écoutez bien, ne savent même pas que ces institutions existent, ne savent pas à quoi elles servent et ne savent pas quel est l'objectif de ces institutions. Et donc, honnêtement, moi qui suis deuxième génération, parce que j'ai un passé journalistique, je m'intéresse un peu à la chose, mais honnêtement, ici en Belgique, 90% des Belges marocains ne s'intéressent absolument pas, voire même ne connaissent pas ces institutions. Donc ces institutions restent toujours confinées avec des gens très proches, sympathisants des services consulaires et de l'ambassade. Et malheureusement, aujourd'hui, force est de constater, parce que j'ai lu ça dans un journal marocain sur le web, que ces institutions, ces CME, etc., ont failli à leur tâche. Et on a démontré aujourd'hui, il y a cette pandémie, et notamment ce blocage, que ces institutions, malheureusement, étaient totalement défaillantes. Voilà, moi ça c'est la réponse que j'ai à vous remettre par rapport à votre question. Écoutez, merci infiniment, Monsieur Mouadane Mohsin, militant des droits humains, et surtout, il est le créateur de la plateforme belgeo-marocain bloqué au Maroc. L'affaire Poison les doigts, donc, c'est dénoué. Donc, il y a un accord, d'après ce que vous me dites, et en même temps, ce qui a été dit aussi par un intervenant avant vous, qui est membre d'une partie politique belge. Il y a un terrain d'entente entre les deux gouvernements belges et marocains. Il ne faut pas oublier, on parle de deux pays souverains. Ça, c'est très important. Quelque part, c'est un honneur aussi pour vous, par rapport à vos origines, comme les miens, d'avoir un pays qui a les pieds sur terre aussi, hein, qui ose dire oui ou non, et pourquoi pas qu'il y ait une négociation, au lieu d'avoir un pays qui dit oui, oui, oui. Vous savez de quoi je parle, monsieur. Donc, c'est très important. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, il faut ça. Raison gardée, il y a des personnes qui sont en difficulté. Raison gardée, il y a des familles déchirées. Et vous savez comment ça se passe. La politique, c'est un terrain très miné et très dangereux. Et il faut faire attention par rapport à comme vous l'avez bien dit, et je tiens à vous en remercier par rapport à votre message d'apaisement. Notamment, arrêtons de projeter des amalgames et de projeter des choses qui n'existent pas, et notamment cette histoire que le Maroc punit
les Belges et les Hollandais marocains qui se trouvent sur le sol parce que il y a l'histoire du Rif. Le Ça, Rif, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Tout à fait, tout à fait. Bien évidemment, monsieur. Et je tenais en tout cas à vous remercier. Porter un intérêt pour cette communauté belgo-marocaine. Et donc voilà, je remercie également vos auditeurs français en leur souhaitant également beaucoup de courage, beaucoup de patience et surtout de rester confinés parce que ce virus est extrêmement dangereux, il se propage très rapidement. Et Inch'Allah, pourquoi pas se retrouver après les grandes vacances avec la joie et le sourire, loin de cette pandémie, Inch'Allah. Inch'Allah, Ramadan Karim à vous et à l'ensemble de notre auditoire et aussi aux Belges musulmans qui sont assez nombreux. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, monsieur. Ramadan Karim à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.